Saqqara, c'est l'un des sites emblématiques de l'Égypte ancienne, parce qu'il a été utilisé tout au long de l'histoire égyptienne et qu'il est avant tout une immense nécropole. Une nécropole aussi bien royale pour les pharaons que pour les particuliers. Ce site, il est évidemment marqué par l'énorme complexe funéraire du pharaon Djoser, qui occupe une partie à peu près centrale, avec sa pyramide, son enceinte, toutes les installations qui vont avec. Et là, dans ce coin de désert, on est au Sérapéum. Le Sérapéum, c'est un ensemble cultuel qui est consacré au taureau Apis. Et ce Sérapéum comportait non seulement des temples et des chapelles, mais aussi et surtout une nécropole qui était exclusivement consacrée au taureau Apis. C'est l'histoire d'un taureau sacré, inhumé dans une mystérieuse nécropole souterraine, aux côtés d'un trésor funéraire digne des plus grands personnages de l'Égypte ancienne. Situé dans le désert de Saqqara, à quelques kilomètres de la ville du Caire d'aujourd'hui, le tombeau des taureaux sacrés est découvert en 1850 par l'égyptologue français Auguste Mariette. Il y trouve des dizaines de magnifiques objets partagés entre l'Égypte et la France, et dont une partie est aujourd'hui conservée au musée du Louvre. Et il en aurait sans doute découvert davantage encore si l'un des souterrains ne s'était effondré. Rendant inaccessible une partie de la nécropole. Aujourd'hui, une équipe du musée du Louvre prend la suite d'Auguste Mariette. Une trentaine d'ouvriers, conduits par le Raïs, le contremaître du chantier, et une dizaine de scientifiques français et égyptiens. Le travail a commencé quelques jours plus tôt. Le site du Sérapéum est complexe. Ses sols ont été bouleversés au cours des millénaires. Et l'équipe en fait la découverte, pas à pas. وممكن الطفلة هنا زي الطفلة هناك. زي الطفلة هناك. ايوه ماشي عادل نعرف عرفنا دليلنا هناك ونعرف هنا يبقى احنا نركز على الطفلة ونمشي معاها. ماشي مع بعض. نمشي مع بعض نمشي مع الطفلة مع بعض. تمام. تمام؟ 100. هناك عادي. هناك عادي. On est dans une zone totalement sableuse, évidemment, on est dans le désert de Saqqara, normal. Et on est en train de dégager cette couche de sable pour atteindre le niveau du plateau, c'est-à-dire la couche supérieure de roche qui compose le plateau. Et si on fait ça ici précisément, c'est parce qu'on souhaite travailler en dessous, c'est-à-dire ce qu'il y a sous nos pieds à l'heure actuelle, à savoir une grande galerie souterraine constituée d'un corridor central qui distribue des salles latérales de part et d'autre. Donc ce qu'on fait là en ce moment, c'est de dégager toute la zone, toute la surface d'emprise au-dessus de ces galeries pour y trouver l'emplacement de l'effondrement. L'effondrement en question, celui qui a empêché Auguste Mariette de terminer son travail, s'est produit sans doute à une date très ancienne. Aujourd'hui encore, il rend inaccessible une partie de ce que l'on appelle ici les petits souterrains. Une galerie creusée dans le rocher, dont l'accès ensablé est dégagé par les ouvriers. Donc là, on est dans la descendrie
qui mène vers les petits souterrains. C'est-à-dire que c'est une espèce de canyon artificiel taillé par l'homme dans l'épaisseur de la roche pour arriver à descendre jusqu'au niveau nécessaire pour creuser toute cette immense galerie souterraine. Quand on regarde les parois, donc la coupe vraiment dans ce canyon artificiel, on se rend très bien compte de la superposition des couches géologiques. On voit très bien se superposer des veines calcaires saines et des veines beaucoup plus friables qui sont des calcaires qui contiennent des argiles gonflantes et qu'en Égypte on appelle la tafla. Et cette tafla a tendance à s'effriter, à se déliter. C'est une roche qui est très fragile et qui en plus change de volume à l'humidité. C'est le problème des argiles gonflantes. Et c'est malheureusement exactement ce qu'on trouve à l'intérieur, dans les galeries creusées dans ce rocher, et qui explique le fait que la fragilité du substrat rocheux a entraîné des effondrements qui sont notre problème à l'heure actuelle. شلون كويس؟ شغل كويس؟ الحمد لله أحمد. Nous voilà maintenant dans les petits souterrains du Sérapéum, c'est-à-dire dans cette galerie souterraine dans laquelle étaient enterrés les taureaux sacrés Apis, les taureaux sacrés du dieu Ptah. Cette galerie est un abri parfait pour toutes nos activités, tout le travail de l'ombre en fin de compte, celui qui n'est pas au soleil, celui qui n'est pas dans le feu des projecteurs, mais qui est essentiel dans une mission archéologique, c'est tout le travail de documentation. Vous avez derrière moi Audrey qui prend les photos des objets qui viennent de sortir du terrain. Et puis un petit peu plus loin, Patricia qui est responsable de la documentation. Et puis Amira Hamdi qui est égyptienne, elle, et qui est membre de notre mission franco-égyptienne. Elle travaille à enregistrer tous ces objets. And I think we have another block from last season which is almost the same. Cette galerie, elle a été creusée, on l'a commencé sous le règne de Ramsès II, à la 19e dynastie, au Nouvel Empire. Et c'est le fils de Ramsès II, Ramesset, qui a eu l'idée de créer des catacombes souterraines et qui se composent donc d'un grand corridor, d'une galerie centrale qui dessert de part et d'autre des salles latérales dans lesquelles était enterré à chaque fois un taureau Apis. Dans l'une de ces chambres funéraires, Auguste Mariette découvre un vase canope à tête humaine. Un vase en albâtre dans lequel étaient conservés les viscères embaumés d'un taureau Apis. Mais il ne dit rien des momies de taureaux. Aujourd'hui, le musée du Louvre conserve cette tête momifiée de l'animal, mais on ignore l'endroit où elle fut trouvée. La période d'occupation, c'est à peu près 7 siècles. On est entre le règne de Ramsès II, au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, et celui de Psamétique Ier, à la 26e dynastie, au 7e siècle. On considère qu'un taureau, bon an, mal an, ça vit entre 15 et 25 ans. Donc on peut tabler sur 4 ou 5 taureaux par siècle, ce qui nous fait, sur 7 siècles, une grosse trentaine de taureaux qui ont donc dû être enterrés chacun dans une de ces chambres latérales des petits souterrains. Donc en voilà une qui est évidemment dans un état de conservation assez inquiétant. Il faut imaginer que le plafond de cette pièce se trouvait à peu près voilà, au niveau de ma tête. On voit d'ailleurs sur les parois des vestiges d'enduit. Donc les murs étaient badigeonnés de cet enduit un peu rosé. Et on comprend quand on voit ça comment petit à petit une cheminée finit par se créer et arriver jusqu'à la surface et à crever la roche jusqu'à être à ciel ouvert. Et c'est ce qui s'est passé un peu plus loin dans le corridor. Ici, la partie accessible de la galerie s'interrompt. Il est encore possible de s'y glisser, mais les plafonds sont extrêmement fragiles. Le passage est risqué et il est bien sûr impossible d'y travailler. Voilà, là on est au bout, non pas du tunnel, parce qu'on n'en est qu'à la moitié, mais on est arrivé au bout de là où on peut aller.
Quand Mariette est arrivée ici, le plafond était déjà effondré, mais lui arrive encore à se faufiler de l'autre côté de l'éboulement pour aller voir la fin de la galerie. Il arrive à la mesurer, on sait qu'elle fait à peu près 68 mètres de long, et on sait que des chambres latérales sont présentes exactement comme dans la première partie du souterrain. Aujourd'hui, on ne peut plus passer. Et c'est donc en surface, cette doline, cette interruption, cette rupture du plafond rocheux qu'on cherche en surface et qui va correspondre exactement en dessous à cet orifice et vraisemblablement à ce très large effondrement par lequel est entré le sable du désert, c'est-à-dire le sable qui est en surface et qui du coup nous empêche maintenant d'aller plus loin. L'objectif des égyptologues du musée du Louvre consiste à vider l'effondrement depuis la surface, de façon à pénétrer dans la partie inaccessible des souterrains. Ils espèrent y découvrir plusieurs sépultures de taureaux sacrés. Et peut-être une tombe intacte, avec l'ensemble de son trousseau funéraire. Ils achèveraient ainsi la découverte de leur lointain prédécesseur, lui aussi envoyé par le musée du Louvre à Saqqara il y a plus de 170 ans. Auguste Mariette, le pionnier de l'archéologie scientifique en Égypte. Je pense qu'il détonnait dans le paysage. Déjà, il se trouve qu'on sait combien il mesurait, ce qui n'est pas évident. Il mesurait 1,83 m, ce qui est grand pour l'époque. Comme il n'avait pas forcément une bonne santé, qu'il avait un peu mal au dos, il se tenait très comme ça. On le reconnaît facilement sur les photos anciennes, même quand elles ne sont pas légendées, à cause de cette posture qui est très caractéristique. Il avait les yeux d'un bleu très clair, et donc je pense que tanné par le désert, du haut de son 1,83 m, à cheval, avec des yeux bleu clair, il devait être très spectaculaire. Auguste Mariette, 20 ans après son premier voyage en Égypte, raconte les circonstances de sa découverte. Alors qu'il séjourne au Caire et à Alexandrie, il est invité chez plusieurs personnalités. Des hommes de culture et d'argent qui possèdent dans leur jardin des sphinx de petite taille et de forme identique. Des sphinx que Mariette associe immédiatement au récit d'un auteur célèbre de l'Antiquité. Le géographe Strabon, qui visita Saqqara au 1er siècle de notre ère. Il parle d'un temple auquel on accède par une longue allée processionnelle, bordée de plusieurs centaines de statues de lions à tête humaine. Ce temple est bâti dans un lieu tellement envahi par le sable qu'il s'y est formé par l'effet du vent de véritables dunes. Et que, quand nous le visitâmes, les sphinx étaient déjà ensevelis, les uns jusqu'à la tête, les autres jusqu'à mi-corps seulement, et qu'il était facile d'imaginer quel danger on eût couru à être surpris sur le chemin du temple par une violente bourrasque. Grâce à la description de Strabon, il fait l'hypothèse, et il tombe juste, il fait l'hypothèse que ce sont les sphinx du Sérapéum. Et sa fouille lui donne raison. Il se renseigne pour savoir d'où ça vient. On lui répond, ça vient de la plaine des momies. À côté du Caire, un peu au sud du Caire, il y a un endroit qui s'appelle Saqqara, que depuis la Renaissance, les touristes européens appellent la plaine des momies, parce qu'on y trouve des momies partout. Dans un paysage comme ça peut se deviner qu'il traîne des choses au sol. Et donc, dès qu'on creuse, on tombe sur des sépultures et on en sort les corps momifiés. On utilise la momie comme remède, en Orient et en Occident. Ça s'exporte sous le nom de mumie. Et puis, il y a une autre utilité quand on trouve des momies, c'est qu'on peut fabriquer du noir animal avec les ossements, en les brûlant, et ça sert à purifier le sucre afin de le blanchir.
À Saqqara, les momies sont exhumées par centaines, au hasard de fouilles improvisées. Des fouilles au cours desquelles des familles de la région mettent la main sur des antiquités qu'elles vendent aux grands musées européens. Auguste Mariette, lui, a une démarche scientifique. Il suit la voie que Strabon lui a indiquée. Il trouve la trace d'un premier sphinx, puis dégage son vis-à-vis. Tous les 6 mètres, raconte-t-il dans son récit, il met alors au jour de nouvelles statues. Sur le chemin, il fait aussi plusieurs découvertes spectaculaires. Des tombes qui renferment de véritables chefs-d'œuvre de l'art égyptien. Par exemple, il décrit qu'il a trouvé un jour au nord de cette allée de Sphinx un puits dans lequel étaient des statues de l'Ancien Empire, parmi lesquelles le scribe accroupi du Louvre, qui n'a rien à voir avec le Sérapéum. C'est un à côté de la fouille, un dégât collatéral. En essayant de trouver un sphinx, en dégageant du sable, pouf, on tombe sur autre chose. À son extrémité, le tracé de l'allée des Sphinx contourne une petite colline. Une colline au pied de laquelle se trouvent des statues représentant de grands personnages de l'Antiquité grecque. Des statues disposées en demi-cercle, qui forment ce que l'on appelle aujourd'hui l'hémicycle des philosophes. D'ici démarrait dans l'Antiquité une voie processionnelle bordée de plusieurs chapelles qui conduisait à l'entrée du sanctuaire. Dans les ruines de ces monuments, Auguste Mariette découvre une statue de taureau. C'est bien la représentation d'un apis. Mariette sait désormais que son objectif, la nécropole des taureaux sacrés, est à sa portée. Mais avant de l'atteindre, il a une dernière surprise. Environ 300 statuettes de bronze, inhumées sous l'allée processionnelle et sous l'enceinte de la nécropole. Y figurent par exemple des statuettes d'Imhotep, l'architecte de la pyramide à degrés, qui, longtemps après sa mort, fut divinisé. Ou encore des représentations du taureau Apis, auquel le site du Sérapéum est consacré. À Saqqara, une rumeur prétend que ces statuettes sont faites en or. Et Mariette fait des envieux. Alors là, la concurrence, si j'ose dire, se dit on va avoir un problème avec ce type, il n'est pas comme nous. Et là, Mariette se trouve interdit de fouille et on exige de lui un firman. Et lui, il est furieux parce qu'on exige de lui un firman qu'on ne demande pas aux autres qui sont en train de faire leur petit trou dans le désert. Il le dit d'ailleurs dans ses lettres. Mariette est privée de firman, c'est-à-dire d'autorisation officielle. C'est donc de nuit qu'il poursuit désormais son travail de fouille. Et qu'il pénètre enfin dans le tombeau des taureaux sacrés, en commençant par la partie la plus monumentale de la catacombe. Celle que l'on appelle aujourd'hui les grands souterrains. Il entre dans les souterrains la nuit. La nuit, je crois, du 11 au 12 novembre 1851. Et dans cette nuit, il parcourt les souterrains qui sont accessibles, qui sont ouverts, ils ne sont pas ensablés. Il documente immédiatement, compte le nombre de cercueils monumentaux en pierre, il en compte 16. Compte le nombre d'alvéoles pour ces mêmes cercueils qu'il appelle des chambres. Il en compte 28.
Un premier plan se forme dans sa tête de ces tombeaux des taureaux sacrés du dieu Ptah qu'il vient d'atteindre après les avoir cherchés encore une fois pendant 1 an. Les grands souterrains sont la partie la plus vaste de la nécropole, mais aussi sa partie la plus récente. Les taureaux sacrés y furent enterrés entre le 7e siècle avant Jésus-Christ et l'époque de Cléopâtre, 700 ans plus tard. On sait que dans les petits souterrains, les cercueils dans lesquels étaient enterrés les taureaux apis étaient fabriqués en bois. En bois, mais ça veut dire de menuiserie, de marqueterie, vraiment d'ébénisterie. Hein. C'était un travail considérable, très décoré, très sculpté. Et ensuite, pour des raisons de luxe, si vous voulez, pour des raisons de pompe, on décide d'aller vers le monumental et ces cercueils énormes. Une des explications, ça pourrait être qu'on veut renouer avec des modèles très anciens, ceux de l'Ancien Empire, où en effet, on inhumait le souverain dans un énorme cercueil de pierre parallélépipédique. L'an 2, le mois 3 de la saison Achet, sous la majesté du roi de Haute et Basse Égypte, Hababash, vivant éternellement, aimé de Lapis, Osiris de Hor-Sedjem. Ces souterrains, finalement, leur rôle, leur fonction active, elle a été abandonnée 2000 ans avant que Mariette arrive. Imaginez seulement ce qui peut se passer en 2000 ans. Il faut bien comprendre que tout est pillé. Mais ça veut dire pillé, c'est tout propre, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucun reste de momies, des trésors funéraires qui étaient enfouis avec les taureaux. Il ne reste finalement que les sarcophages monumentaux. Mais il reste également un autre ensemble tout à fait étonnant et qui visiblement n'intéressait pas auparavant. Ce sont les stèles, ce qu'on appelle désormais les stèles du Sérapéum. Et des stèles de ce type, il y en a de toute taille. Elles peuvent être grandes comme ça ou faire 1,50 m de haut. Plusieurs centaines de stèles sont découvertes par Auguste Mariette dans les souterrains du Sérapéum. La plupart sont dédiées aux taureaux sacrés par des particuliers. Mais certaines, les plus monumentales, lui sont adressées par le pharaon lui-même. Encastrées dans les murs ou déposées au sol, elles accompagnaient le taureau lors de ses funérailles. Des funérailles qui étaient un événement considérable dans la région de Memphis, la plus grande cité de l'Égypte ancienne, qui se trouvait à quelques kilomètres dans la vallée. Memphis a aujourd'hui totalement disparu, hormis les vestiges de son immense complexe religieux. On a du mal à imaginer aujourd'hui, devant ces quelques ruines, qu'on est dans un des monuments les plus importants tout au long de son histoire de la civilisation égyptienne. C'est dans cet immense édifice que vivait le taureau Apis et qu'il était l'objet d'un culte aux côtés du dieu Ptah, l'un des créateurs du monde pour les anciens Égyptiens. Les temples du delta égyptien ont connu tous le même destin. Ils ont été utilisés pendant des millénaires comme carrières. On disposait là de granit, de quartzite, de toutes sortes de pierres
très utile pour les constructions. Et c'est ce qui explique l'état de destruction aussi important de ces monuments aujourd'hui. À l'époque de Ramsès II, voici à quoi pouvait ressembler le temple de Ptah. Une impressionnante enceinte de 600 mètres de côté. 2 statues colossales du pharaon et un immense portail accueillaient le visiteur. Puis un vaste espace dont le toit était porté par des colonnes monumentales. La salle hypostyle, l'une des plus grandes de toute l'Égypte. Au cœur du temple, une chapelle, le Naos, taillée dans un seul bloc de granit, à l'intérieur de laquelle se trouvait la divinité. L'effigie du dieu Ptah, entièrement couverte de feuilles d'or. Quelques élus seulement étaient habilités à venir jusqu'ici pour la vénérer. Ptah a créé le monde selon un principe qui est bien connu à travers la Bible, par exemple. Il a nommé les choses. Il a créé le monde en nommant les choses. Donc, grâce au pouvoir du Verbe. Le dieu Ptah, le créateur du monde, est inaccessible pour l'immense majorité des Égyptiens qui ne possèdent ni les mots ni les rituels pour s'adresser à lui. C'est une puissance mystérieuse, hors de portée, sauf pour le pharaon et les prêtres de haut rang. En revanche, chacun peut s'adresser au taureau Apis, qui lui sert d'intermédiaire. C'est en quelque sorte le représentant du dieu Ptah parmi les vivants. Lorsqu'un Apis disparaît, il est remplacé par un nouveau taureau, sélectionné par les prêtres égyptiens qui reconnaissent en lui la divinité incarnée via des caractéristiques physiques particulières. Il doit avoir une marque spécifique sur la langue, un croissant de lune sur le front, des marques sur le dos, etc., qui sont autant de signes qui, tous ensemble, font la preuve qu'il s'agit bien de la nouvelle incarnation. Une fois qu'il a été reconnu comme tel, il est amené à Memphis et installé dans une étable sacrée avec tout un personnel de prêtres qui lui est attribué et qui s'occupe de lui pendant toute sa vie jusqu'à sa mort. Dans son temple, le dieu Ptah possède un espace protégé. En revanche, les Égyptiens peuvent approcher son intercesseur, le taureau Apis, lui adresser des prières, l'interroger sur l'avenir ou lui faire des offrandes. Ptah est une divinité lointaine. Apis est un dieu du quotidien. Retour sur la fouille du Sérapéum. Après 2 semaines de travail, sous 2 mètres de sable, surviennent les premières surprises. Il se trouve que là, on a non pas un front de rupture irrégulier, mais quelque chose qui est taillé, très rectiligne, et qui, par-dessus le marché, semble avoir été enduit d'une couche de mouna, c'est-à-dire de ce limon qui permet d'égaliser un petit peu les parois. Et en fait, c'est une fosse qui n'est pas très profonde. Et cette fosse, elle a été aménagée dans cette couche de calcaire et munie d'un sol. C'est-à-dire qu'on a lissé le fond. Maintenant, pour y faire quoi? Ça reste encore le mystère. Cependant, on a énormément de tessons qui sont sortis. Et puis, une poterie
qui a l'air d'être intacte, ou en tout cas complète, qui est en place, mais qu'on prélèvera plus tard pour voir comment elle s'articule éventuellement avec le reste du terrain. Que fait ici cette céramique intacte, littéralement encastrée dans le rocher? Y a-t-il une relation avec la fosse voisine? Une fosse qui aurait pu, par exemple, contenir des vases utilisés pour les cérémonies. À cet instant, il n'y a aucune réponse à cette question. Et le mystère s'épaissit encore le lendemain, quand à quelques mètres de la céramique, 2 statuettes sont exhumées. 2 statuettes qui semblent avoir été oubliées ou simplement jetées à cet endroit. Aux côtés d'Audrey Vigée, la photographe, Marbout Chaban, membre de l'équipe et représentant de l'administration égyptienne sur le chantier. Alors là, on est vraiment au niveau niveau supérieur du rocher qu'on a enfin atteint. Et là, on a 2 petites statuettes. En terre cuite, à droite, un serviteur funéraire. Et à gauche, une petite figurine qui a l'air d'être en calcaire. On va mieux voir quand on l'aura prélevée. Et qui pourrait aussi éventuellement être un serviteur funéraire ou tout à fait autre chose. Là, on ne la voit que de dos, donc on va voir. Les serviteurs funéraires, c'est des petites figurines qui accompagnaient le défunt dans sa tombe pour être à son service dans l'au-delà et pour exécuter toutes les tâches qu'on pourrait éventuellement lui demander à lui. Les Égyptiens étaient des gens très pratiques et donc ils s'arrangeaient pour que leur au-delà soit le plus confortable et le plus paisible possible. Donc ils pensaient à tout. Ils emmenaient avec eux des serviteurs funéraires. Magnifique. Bon, elle est un petit peu abîmée. Elle est superbe, hein? Ouais. Alors là, en plus, elle a gardé sa polychromie, donc on a vraiment une petite statuette en calcaire avec donc un personnage masculin avec un long pagne qui descend jusqu'aux pieds. مبروك يا مديرة. مبروك. Voilà, celui-là, c'est vraiment un serviteur funéraire. Donc on les appelle selon les époques Shawapti ou Shepti. Celui-là est en terre cuite, c'est pas les plus fréquents. Et donc, vous voyez, il est momiforme, c'est-à-dire qu'il est enveloppé dans un linceul et il a les bras croisés sur la poitrine. Il porte sa perruque, dont on voit les pans qui retombent sur la poitrine. Et on va voir à la restauration, peut-être qu'il y a une inscription ici, mais c'est pas sûr. Le principe des Oushepti est extrêmement simple. La racine du mot, ça veut dire répondre. C'est-à-dire qu'on attend de ces figurines qu'elles répondent quand on les appelle. Elles répondent à la corvée journalière que les anciens Égyptiens ont installée également dans l'au-delà. On doit travailler chaque jour dans les champs. C'est une population fondamentalement agricole. Donc, qui dit travail, dit agriculture. On doit travailler dans les champs quand on est appelé à le faire dans l'au-delà. Et le défunt délègue ce travail à une figurine qui le représente et qui est inscrite à son nom. Alors du coup, en théorie, une troupe d'Oushepti compte 365 figurines. Un serviteur funéraire en forme de momie pour chaque jour de l'année, auquel il faut ajouter un contremaître pour chaque groupe de 10 ouvriers. Un contremaître reconnaissable à son pagne qui descend jusqu'aux pieds. Exactement le même costume que celui de la statuette
qui vient de sortir de terre, à Saqqara. Quelques heures après sa découverte, dans l'une des chambres funéraires des petits souterrains. C'est ici qu'Oussama Sabri, le restaurateur égyptien de la mission, a installé son atelier. Il procède au nettoyage des 2 statuettes. Et il révèle des détails dissimulés sous les concrétions de sable. Oui, elle est vraiment, elle est originale, cette statue. On a vraiment toute la silhouette du personnage qui est bien dessinée, y compris de dos. Et puis là, ce petit socle-là, sur lequel reposent en fait ses pieds et l'ensemble de la statuette. C'est bien un serviteur funéraire, mais alors c'est d'un genre assez rare. Il tient 2 accessoires qui ne sont pas communs sur les serviteurs funéraires. C'est un pilier de jade, qui est le symbole d'Osiris, et de l'autre côté, c'est un neutite. Le neutite, c'est le symbole d'Isis. Restauration terminée, la statuette est immédiatement décrite, étudiée et enregistrée par l'équipe documentation, installée un peu plus loin dans la galerie souterraine. Le visage, les mains et les pieds qui sont apparents sont peints en rouge. La perruque est peinte en noir. Il reste des traces de peinture noire sur les yeux. À partir de l'époque ramesside, on a vraiment ce type de perruque avec une sorte de calotte faite de grosses mèches dégradées sur les côtés et 2 pans bouclés qui tombent sur les épaules, plus ou moins longs. Et c'est vraiment typique. Et puis alors, on a aussi ces visages très ronds, hein, tu es d'accord, Elisabeth, des visages vraiment très ronds, vraiment des bonnes joues. On a l'impression d'une société satisfaite avec des corps de fonctionnaires. Et alors lui, en fait, oui, on voit très bien les boucles derrière. La perruque est vraiment très très bien conservée. Donc oui, il est typiquement ramesside. 6.5. Patricia et son équipe fabriquent ce que l'on pourrait qualifier de pièce d'identité de la statuette. Après quoi, elle sera confiée à l'inspecteur égyptien des antiquités, qui prendra en charge chacun des objets découverts sur le chantier. La fouille du musée du Louvre, à Saqqara, a lieu une fois par an, pendant 1 mois. L'équipe travaille 6 jours sur 7. Le jour de repos des ouvriers, c'est le vendredi. La plupart d'entre eux vivent à quelques kilomètres du site de Saqqara, dans la vallée du Nil, et sont issus de familles de paysans. Une fois la fouille terminée, à la mi-journée, beaucoup travaillent au champ, jusqu'à la tombée de la nuit. Mais pour le Raïs Ahmed, c'est un peu différent. Il est originaire du sud de l'Égypte, d'un village où la fouille archéologique est une tradition qui se transmet de père en fils. Ahmed est le 3e de la lignée à exercer cette profession. Mes souvenirs avec mon père, quand il m'emmenait sur ces chantiers, c'est que dès qu'il tournait le dos, je me mettais à travailler. Je portais des paniers remplis de sable pour commencer au bas de l'échelle. Je ne peux pas concevoir d'être assis sans y mettre moi-même les mains. J'ai manié la bêche, j'ai manié la brouette, la truelle.
Voilà, ce sont les étapes de ma progression jusqu'au jour où mon père est venu me demander « Veux-tu que je t'apprenne le métier des antiquités ?» Je lui ai répondu « Papa, ce métier est dans mes gènes. J'aime ce métier et j'aimerais bien te montrer ce que je sais faire. Parce que grâce à Dieu, j'ai tout appris et je vais te surprendre. » Et il a été surpris. Sans les ouvriers, je ne peux rien faire. Et sans ma présence, ils ne peuvent pas travailler. Quand je leur dis « Allez, dépêchez-vous d'une aire », c'est parce que le raïs doit avoir de la personnalité pour maîtriser le chantier. Il y a de la fraternité et de la sympathie entre le raïs et l'ouvrier. Mais ça, c'est en dehors du travail. Il faut de la force et de la détermination chez le raïs. Parce que sans cela, il y aura des dégradations, des risques d'accidents dans cet environnement difficile. En tant que raïs, tu te dois d'avoir un bâton. Le bâton qui est avec moi, c'est celui de mon grand-père. Mon père en avait hérité également. Il montre mon autorité, c'est un atout. On a été élevé comme ça. Chez nous, dans le sud, on a une danse qui s'appelle El Nabout, le jeu du bâton. On nous l'a inculqué. C'est comme le verre de thé que l'on boit le matin. On nous a appris comment tenir un bâton. On joue avec, on danse avec et on travaille avec. Le Raïs Ahmed est l'un des plus jeunes contremaîtres du site de Saqqara. Il doit montrer son flair et son savoir-faire pour asseoir son autorité et se faire une réputation. Pour lui, c'est l'enjeu de la fouille du Sérapéum. Le lendemain, sur le chantier, l'équipe atteint son premier objectif. Les ouvriers ont mis au jour la moitié de l'effondrement. Et un indice sur ses contours attire immédiatement l'attention des égyptologues. Un indice qui les met sur les traces du fils aîné de Ramsès II, le prince Ramouaset. On cherchait le trou, on l'a trouvé. Voilà, là je suis au centre de ce qui correspond à l'effondrement du plafond des petits souterrains au sous-sol. Sous mes pieds, on a le corridor des petits souterrains. Sur les côtés, les plafonds des salles latérales sont également tombés. Et là où on espérait un effondrement relativement restreint, on s'aperçoit qu'en fait, il est énorme. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que tout autour de notre effondrement, on a des surfaces complètement hétérogènes, irrégulières. Vraiment, le rocher s'est effrité et tombé. Mais ici, il se passe quelque chose de spécial. Parce que là, ce n'est pas un effondrement, c'est taillé. Évidemment, on est là en plein sur le tracé du corridor des petits souterrains. On est au-dessus de l'effondrement que Mariette a vu à son époque. Hein. Lui, il a pu passer au-delà, ce que nous, pour l'instant, on n'est pas capable de faire. Et sur cet effondrement, sur l'éboulement de rochers écroulés du plafond, etc., Mariette a en effet retrouvé ce qu'on appelle le trésor de Ramouaset, qui est donc un ensemble de bijoux, d'amulettes, les vestiges de ce qui à l'époque était encore une momie, recouverte d'un masque d'or. Et tout ça, en dehors de la momie, se trouve conservé au musée du Louvre.
personne n'a jamais compris comment ces objets-là, ce riche mobilier funéraire, s'était trouvé dans la nécropole des taureaux sacrés. Alors de là à penser que la tombe de Raïmoisette se trouvait quelque part au-dessus de la galerie souterraine, creusée dans l'épaisseur du rocher, qu'elle se serait effondrée en même temps que les plafonds des petits souterrains, qu'elle se serait donc vidée à l'intérieur des petits souterrains, il n'y a qu'un pas. C'est une hypothèse, et c'est vrai que là, trouvant quelque chose comme ça, à cet endroit-là, c'est-à-dire à cette profondeur-là et à cet emplacement, on se prend à rêver. 8 objets appartenant au trésor de Ramoisette ont été découverts en 1853 par Auguste Mariette. Si l'hypothèse de la tombe du prince devait se vérifier, d'autres pourraient encore se trouver quelque part dans l'effondrement. Suite de la fouille. Il est temps pour les égyptologues de revenir à la céramique, dont la partie supérieure a été dégagée quelques jours plus tôt. C'est très bizarre, on dirait qu'elle est enfoncée dans un petit cercle de tafla, t'as vu? On dirait. Elle a l'air, elle est très fragile, mais elle a l'air intacte. On va voir au fond, hein, c'est... Et il n'est pas impossible, parce que là, elle est pleine de sable, donc elle est très lourde. Et comme la terre cuite est très fragilisée, manifestement, pas impossible qu'elle se casse. On va essayer de faire tout en douceur, mais... Et alors, ce qui est chouette, c'est qu'il y a un couvercle dessus qui est brisé, mais on voit vraiment nettement les fragments du couvercle qui sont un peu enfoncés. Shams ya Reis. On a attendu la fin parce que, étant donné son emplacement là, dans cette échancrure du massif de Tafla, et posé au niveau du Guébel, du rocher, on s'est dit qu'on voulait attendre que toute la zone soit bien claire, bien lisible et bien nette pour prendre une photo, pour documenter sa position dans le contexte, en fait. Donc on évacue la zone, là, on donne un petit coup de balai et on prend la photo. Et après, on la prélèvera. Donc si tu peux vraiment arriver à prendre de façon assez large là, toute la zone, ça on la situe bien et on a tout à la fois. Ah, super. C'est quand même pas anodin qu'elle soit dans cette petite échancrure là, de la roche. Alors, c'est vraisemblablement parce qu'elle a été protégée, elle s'est trouvée posée là, oubliée là, et elle a été protégée par les rochers qui étaient autour et la tafla qui était autour. Mais c'est vrai qu'elle est intacte, hein, de toute façon. Donc, à quel moment est-ce qu'elle a été déposée là? Pourquoi? Comment? Pour l'instant, mystère. Faddal ya Raïs. Il est où le Moktaf? Ah oui. Salim. Mabrouk. مبروك يا مديرة. Mabrouk ya Raïs. مبروك. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dedans? À mon humble avis, rien. Il pourrait. Alors, ça, après, ces céramiques-là, c'est des céramiques utilitaires qui servaient à conserver des denrées alimentaires, des choses comme ça. Donc, peut-être qu'on va trouver quelques restes organiques, je sais pas. Pourquoi pas du grain, pourquoi pas des vestiges de fruits, c'est possible. Hein. Maintenant, il est vraisemblable aussi qu'elle a été posée là et que le sable l'a remplie alors qu'elle était vide. Ce sera la surprise pour demain. اسمعوا عن ندى عن ندى عن ندى يلا مع بعض
Le lendemain matin, dans un recoin de la rampe d'accès des petits souterrains. Elisabeth David et Oussama Sabri, le restaurateur égyptien de la mission, explorent le contenu de la céramique. Et contre toute attente, elle leur réserve une très belle surprise. Et voilà. Eh ben, apparemment, il y a des petites statuettes qui ressemblent à des oucheptis. Pour l'instant, on voit 4 têtes. Et là, je sens, quand je mets la cuillère pour retirer le sable, je sens que ça résiste un petit peu en dessous. Donc, à mon avis, mais le pot, il est, on l'a vu hier sur le chantier, il ne s'arrête pas là. Il descend encore pas mal, donc il devrait y avoir... il y a la place pour une deuxième couche. Mais là, c'est vraiment curieux parce que ça commence à faire comme un cadran d'horloge. Là, j'ai des sommets de tête qui dépassent 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et à part les oucheptis qui étaient un peu au-dessus, on a vraiment tout au même niveau une petite ronde de sommets de crâne. Là, c'est assez mignon. C'est hyper délicat. Hein. Bah, faut pas être pressé. Il faut pas être pressé, sinon on les casse. Ou on les efface. Le mieux, c'est de s'arranger pour que le sable descende tout simplement descende tout doucement s'il n'est pas trop solide, parce que le sable est un abrasif. Hein. Je pense que tout le monde s'en est rendu compte. Ok. Pour l'instant, on n'a que le début de l'inscription. On n'arrive pas jusqu'au pied, et je ne suis pas sûre qu'on arrivera jusqu'au pied sans sortir les statuettes, parce qu'on a trop de sable autour de celles qui sont tout autour. Donc je pense que le suspense va durer encore un peu. So, let's go. The sand. Mais ce qui est d'ores et déjà certain, c'est que les 2 oucheptis dont la tête a apparu dès le début, ceux qui sont le plus haut placés, appartiennent à la même personne. Ils sont du même type et l'inscription commence pareil. Et moi je pense que le 3e aussi. Donc il est possible que ce soit un ensemble appartenant entièrement à une seule personne. Si on arrive à avoir le nom du bonhomme, ça nous donne aussi un indice, puisqu'il y a les noms des Égyptiens, c'est comme chez nous, il y a des modes dans les prénoms. Donc on ne porte pas forcément les mêmes noms avec la même fréquence à toutes les époques de l'histoire égyptienne. Ce qui fait qu'un nom peut être tout à fait révélateur de la période d'un objet, même si l'individu est un individu lambda qui n'aurait dans les livres d'histoire aucune importance, mais qui a eu sa petite importance d'être humain au point d'avoir ses oucheptis. So far we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Avant de retirer les statuettes, Oussama procède à une consolidation de la couleur sur la surface de la terre cuite. La très fine couche de peinture se détache par endroits. Il doit la collecter et la replacer, ici sur l'inscription qui indique le nom du personnage. Nebet Per, Mout. This is a Mout. C'est une dame. C'est une dame? C'est une dame. Madame Mout, enfin je pense. Nebet Per, c'est la maîtresse de maison. Et je suis sûre que c'est un Mout, le signe. Bienvenue, Madame Mout. La première statuette à quitter la céramique est un contremaître. L'un de ceux qui encadraient les serviteurs ordinaires, toujours vêtus du costume des vivants. Puis ce sont les simples ouvriers, reconnaissables à leur forme de momie.
À leur sortie, Oussama leur dispense les premiers soins. C'est la fin du positionnement, donc on voit vraiment qu'on a commencé avec celui-là et puis on les a installés en escargot le long du pot qui n'est pas tout à fait vertical. Et puis après, c'était moins ordonné, mais là, c'est vraiment amusant comme disposition. Ça vaut la peine de garder ça en souvenir. Les statuettes sont finalement au nombre de 12. 2 contremaîtres et 10 ouvriers. Un pour chaque jour de la semaine égyptienne. Donc là, l'inscription est entière, ce qui fait qu'on a toute la formule. Sehej Ouzir, que soit illuminé l'Osiris, la maîtresse de maison, Mout et probablement Shed, puisque là, on voit jusqu'au pied, donc elle ne s'appelle pas seulement Mout, mais Mout et Shed. Des noms théophores, donc formés sur le nom d'un dieu, du genre de forme de cette dame, c'est plutôt, je dirais, 3e période intermédiaire, entre le 11e et le 7e siècle avant Jésus-Christ. La façon qu'a d'être constitué ce coffret à Oushepti en soi livre des informations. Parce que si le principe est le même pendant des millénaires, les façons de faire changent suivant les époques. Il y a des modes, littéralement. Des façons de faire qui sont plus pratiquées à telle époque, abandonnées au bout d'un certain temps, remplacées par d'autres. Donc, la forme même donnée à ce coffret à Oushepti est intéressante en soi pour dater cette inhumation, par comparaison. Le type de coffret à Oushepti correspond certainement à une inhumation modeste. Mais il faut bien se comprendre quand on dit modeste. Elle appartient à la bourgeoisie. Elle appartient déjà, pour disposer d'un coffret à Oushepti comme ça, il faut déjà faire partie des happy few. Même si on est dans les premières strates de cette bourgeoisie. Les serviteurs funéraires ont quitté la céramique dans laquelle ils étaient conservés depuis environ 3000 ans. Ce contact avec l'atmosphère est un choc brutal pour leur épiderme, qui nécessite une longue intervention d'Oussama. D'après ce que je vois, ces inscriptions ont perdu le liant qui permet de fixer la couleur, le produit qu'a posé l'artiste d'autrefois. J'essaye maintenant de fixer les caractères sur la surface de la céramique. Un nom sur un Oushepti, cela lui donne une nouvelle vie. On découvre un objet avec ces informations, celles que les anciens Égyptiens ont voulu nous transmettre, ou ont voulu transmettre dans l'au-delà. Oussama travaille plusieurs heures pour fixer la peinture des statuettes. Après quoi, il remettra chacune d'entre elles aux autorités chargées de leur conservation. Une fois par semaine, un comité se réunit sous l'une des tentes du chantier. Chacun des Oushepti est à nouveau mesuré et décrit dans ses moindres détails. Et tout est consigné dans un registre officiel. C'est en quelque sorte l'acte de naissance des 12 serviteurs funéraires pour l'administration égyptienne. Elle en prendra possession immédiatement après la réunion. Le lendemain, au petit matin. Nouvelle découverte. Cette fois, il s'agit d'une simple stèle,
mais une stèle parfaitement bien conservée après un si long séjour dans le sable du désert. Mabrouk alaykoum, ya Reis. It's the best one we have found here until now. Yeah. Oh no, I think the best one. Il y a le cintre en haut de la stèle avec la représentation du taureau Apis, avec une table d'offrande devant lui. Et en dessous, les lignes de texte, ici il y en a 5, en hiéroglyphes, les lignes de texte qui nomment le personnage, donnent sa généalogie, donnent ses titres. Ah oui, c'est drôle, elle a même une inscription en dessous, là. On aperçoit dans la dernière ligne le nom du personnage, Horsa Isset. Horsa Isset, voilà, ici, c'est son nom. Ces centaines de stèles qui étaient installées dans les souterrains, aussi bien les petits souterrains que les grands souterrains du Sérapéum, étaient des stèles votives, des traces que laissait alors soit le personnel sacerdotal du temple de Ptah, de Memphis, soit les pèlerins de passage pour laisser une prière aux dieux pour l'éternité finalement, puisque c'est ça le principe de ces stèles, c'est que dans l'Égypte ancienne, ce qui est inscrit ou représenté vaut pour la réalité, et tant que c'est conservé, c'est éternel. Voilà, donc la prière d'Horsa Isset à Apis, ici, revoit le jour et retrouve toute sa vigueur et toute son efficience, puisqu'elle est toute sa fonction, exactement. Une vingtaine de stèles sont exhumées par l'équipe du musée du Louvre, à l'extérieur des petits souterrains, pendant cette campagne de fouilles. Chacune d'entre elles est aussitôt transmise à l'atelier restauration, installé sous l'une des tentes de la mission. Et si besoin, Sophie Duberson intervient. Aujourd'hui, la restauratrice retire les concrétions de sable qui se sont accumulées sur l'une d'entre elles. Ici encore, c'est un petit miracle pour un objet abandonné dans le sable pendant des millénaires. C'est surtout la couleur du bleu qui est impressionnante. Ouais. Chacune des stèles est ensuite confiée à Ghislaine Widmer et Didier de Vauchel, deux spécialistes des rituels liés au taureau sacré. Ce matin, le travail commence par une stèle modeste, inscrite sur chacun de ses deux côtés. Tiens, elle est gravée sur le verso et peinte là. Tiens, ça. Hiéroglyphe, belle. Un hiéroglyphe, oui. Des hiéroglyphes dans les deux cas. Hein. Ah oui, oui, oui. I-M-E-P. Ouais. Et puis là, le surnom. Ouais. Ici. Surnom. Et là, Jed, Ptah. Oui. Iou. Quelque chose. Là. Alors, Imhotep, c'est un nom très banal. Hein. Alors, tout le monde s'appelle. Enfin, c'est vraiment un Durand Dupont. L'autre est un peu moins banal. Il est pas, mais enfin, il est bien. C'est bien des noms Memphites, enfin, de la région. C'est pas des gens qui viennent de l'autre bout de l'Égypte. C'est des gens de la région. Et puis, t'as vu Jed. Le nom de la mer, Jed. Nebout ou Noubet, je sais pas comment tu fais pour l'or. Nebout. US or. Ah, c'est marrant, oui. US or. Il mentionne généralement le nom du père et dans les contextes funéraires, on a aussi droit souvent au nom de la mère. Donc on a le nom du père et de la mère. Bon, il s'identifie comme ça. Toujours, pour s'identifier, ouais. Puisqu'il n'y a pas de nom de famille, quoi. Donc c'est. Vient ensuite la stèle d'Horsa Isset, la seule qui comporte ce matin une représentation du taureau Apis. Ah, belle. Il y a le taureau qui est représenté tout bêtement nu comme d'habitude. Super épaisse. Hein. Elle est épaisse, hein. Vraiment bien. Toutes les stèles, quand le taureau est représenté nu, il a exactement la même image. En général, il est plutôt assez léger. C'est pas un gros taureau fort, c'est un taureau assez léger, blanc et noir, avec cette tache qui donne un peu l'impression d'un croissant lunaire. Ils sont allés chercher des taureaux jusqu'à Dendera, donc oui. Au sud de l'Égypte. Donc ils ont fait tout le voyage depuis Memphis jusqu'à Dendera, dans le sud de l'Égypte, pour aller chercher un taureau, parce qu'il avait les marques, enfin en tout cas il correspondait au taureau qui était le représentant du dieu Apis unique, hein, donc c'est un taureau unique. Troisième stèle.
Ici, l'inscription est en démotique, l'écriture du quotidien dans l'Égypte ancienne. Ah, un nouveau? Un Imhotep? Encore un Imhotep. Encore un Imhotep. Bon, ben voilà. Alors, première ligne, peut-être Ménère, ici. Une épithète pour dire bon, l'excellent. Après, Bak, Osir, Ep, serviteur d'Osiris Apis. On a une date, ouais. Ah oui, on a encore une date, encore ça, c'est sympa. Ouais. Alors. En l'an 28, troisième mois de la saison Perrette, jour 4. Certaines stèles ont été vraisemblablement en partie composées par les gens qui les ont commanditées. Dans d'autres cas, la majeure partie, vraisemblablement, c'est des professionnels qui le faisaient. Alors, également, ce qu'on ne connaît pas, c'est le coût, entre guillemets, ce que ça devait coûter de faire une chose comme ça. Tout le monde ne pouvait pas se permettre, je pense, non? Non, vraisemblablement pas, oui. La dernière stèle a été déposée par un certain Henri-Ep. Elle mentionne toute sa filiation. Donc là, on doit avoir le nom d'un fils ici. Exactement ce que recherchent Ghislaine et Didier. Voilà. Qui est le fils de Henri-Ep. Ouais. Voilà, il y en a un à la ligne 5. 2, 3, 3, 4. Il doit y en avoir 4. 4 fils. Le nom du père, Ankh-Ir-Ep, c'est un nom que je ne connais pas par ailleurs. Hein. Je ne sais pas, on a regardé, on n'a pas, faudrait qu'on regarde, mais a priori comme ça, de mémoire. Là. Donc peut-être on arrivera à un moment à recouper, à retrouver cette famille dans d'autres monuments dans lesquels ils seront plus bavards, avec des titres, etc. Le même nom. Avec le même nom, etc. La chance fait que quelquefois on peut avoir 2, 3 stèles qui se raccordent et qui nous font un petit arbre généalogique, une famille, ou qui nous donnent des précisions sur l'attitude des gens qui faisaient ces stèles. C'est comme ça que l'on progresse, hein. C'est un petit peu par reconstituer des choses, vraiment comme un puzzle, hein. Et quand on met 2 pièces ensemble, là, l'image se précise. C'est un petit peu ça notre travail, hein, en quelque sorte. Les stèles étaient placées dans les souterrains entre la mort du taureau et son inhumation, c'est-à-dire pendant les 70 jours de sa momification. Ses yeux et son cerveau étaient retirés, ses entrailles étaient extraites, embaumées et placées dans 4 vases canopes. Son corps était ensuite huilé et empli de sachets de natron, une sorte de sel. Puis il était plongé dans un bain de natron pendant 40 jours pour déshydrater ses chairs, tandis que son cœur était extrait, embaumé, puis remis à sa place initiale. Sa bouche était emplie de myrrhe, de cire et de résine, et son corps enveloppé dans de longues bandelettes, entre lesquelles étaient glissées des amulettes. Des scarabées magiques, l'amulette dite des 2 doigts, ou le couteau en forme de queue de poisson, lesquels protégeaient le taureau défunt pour l'éternité. Un masque doré orné d'un disque solaire était enfin placé sur la face de l'animal, tandis que ses sabots étaient remplacés par des répliques en or. Six mois ont passé. Nouvelle saison de fouilles à Saqqara. Les égyptologues du musée du Louvre en avaient déjà dégagé une partie. C'est maintenant la totalité des contours de l'effondrement qui est mise au jour. Nagaya. Ah, Gebel Mougoud. Alhamdoulilah, d'accord. Ça y est, on est sur le rocher. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle du jour. Ben là, le terrain est en train de changer. Après tout ce sable, et il est en train de changer comme on l'attendait. Maintenant qu'on a démoli la route moderne qui permettait aux touristes d'arriver jusqu'au site pour la reconstruire un petit peu plus loin, on a dégagé cette partie-là et on peut maintenant aller voir en dessous pour trouver tout le périmètre de cet effondrement, de cette doline. D'ici 2 jours, on aura fini d'évacuer cette masse impressionnante de sable et on aura là notre terrain qui se dessinera bien et on pourra y voir plus clair. Entre-temps, l'équipe poursuit la fouille au-dessus de la galerie souterraine, de façon à alléger le poids qui pèse sur ses plafonds. C'est ainsi qu'au nord de l'effondrement, les ouvriers et le Raï Sarmed font une nouvelle découverte.
مديرة ممكن شابتي؟ ممكن يا مديرة شابتي. C'est un serviteur funéraire à tête de taureau. Donc ceux-là, on les trouve qu'au Sérapéum. C'est un serviteur de l'Osiris Apis, le taureau Apis, mort en fait. Voilà, donc il est déjà assez éloigné des petits souterrains. Mais ça veut dire que jusque-là, les pillards ou les visiteurs de circonstances ont laissé tomber quelques objets dans des belles surprises, hein, parce que celui-là, il est beau. On va le prélever maintenant. ممكن يا ريس اشيل Ah ouais, il est intact en plus, hein. شكرا يا أحمد. مبروك يا مديرة. مبروك ها. مبروك أنت. مبروك حاجة كويسة. جميل. جميل جدا. ويسلم. الحمد لله سليم. Il y a tellement de vestiges, de rebuts de pillage autour de cet orifice qu'il est évident que cet effondrement qui donnait accès, même s'il était malaisé, même s'il était difficile, qui donnait accès aux petits souterrains, c'est certain qu'il y a des gens qui sont venus se faufiler, visiter par là et voir ce qu'il y avait de bon à prendre. Hein. Deux oscheptis de taureaux sacrés sont en quelques jours découverts sur la fouille. Au XIXe siècle, Auguste Mariette en avait retrouvé une centaine. Chacun des taureaux Apis disposait sans doute, au moment de son enterrement, d'un trousseau complet de serviteurs funéraires, au même titre que n'importe quel personnage de haut rang. Mais comment était-il disposé? Comment était organisé le trousseau funéraire des taureaux sacrés? Au Sérapéum, une seule tombe intacte a été découverte par Auguste Mariette. Il l'a trouvée par accident, alors qu'il explorait l'intérieur des petits souterrains. Les tout premiers taureaux Apis à avoir été enterrés à Saqqara ne l'ont pas été dans les petits souterrains, ni bien sûr dans les grands souterrains, ils l'ont été dans ce qu'on appelle les tombes isolées. Ces tombes isolées, on en connaît 6. Et donc il ne s'agissait pas de nécropoles souterraines collectives, de catacombes, non, non, c'était vraiment des tombes individuelles dans lesquelles on avait un taureau, 2, 3 ou 4 taureaux, mais pas plus. Et donc quand Mariette découvre les petits souterrains, il se rend compte qu'une des parois sonne creux sous les coups de sa pioche. Et en effet, il découvre la toute dernière tombe isolée, celle dans laquelle étaient enterrés 2 taureaux du règne de Ramsès II. Dans les vases canopes, Mariette, quand il les ouvre, qu'il retire leur couvercle, trouve un amas noirâtre de matériaux résineux, bitumineux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il signale la présence en quantité de paillettes d'or. Donc ça prouve bien qu'on mettait les moyens nécessaires pour accompagner le taureau sacré dans son éternité avec des matériaux précieux. Dans cette tombe, Mariette a collecté ces magnifiques objets, mais il n'a conservé ni la momie, ni le contenu des vases canopes. Quant à sa description des lieux, faite sur le vif, elle est insuffisante pour les égyptologues d'aujourd'hui. Nul doute que si un autre tombeau intact était mis au jour, il pourrait apprendre 1000 choses, avec le savoir-faire dont ils disposent à présent. Ils s'intéressent par exemple aux objets du quotidien, ceux qui n'ont pas retenu l'attention des archéologues du passé. C'est du charbon de bois qui est dans cette poterie qui est soit une torche, soit plutôt un encensoir, qui a servi quelque part ici au Nouvel Empire vraisemblablement à faire des encensements ou à s'éclairer, mais elle est maintenue en place là, par la gangue de sable qui se trouve autour d'elle, mais elle est cassée en fait. Donc voilà, là Ahmed essaye de dégager sans faire plus de dégâts.
Et puis après, ce sera restauré. Mais on voit bien que ça a servi à faire brûler. Alors, soit du bois, du charbon pour éclairer, soit des substances aromatiques pour faire un encensement. On ne sait jamais en archéologie ce qui va être mineur ou majeur. Et très souvent, on a des petits vestiges très humbles, qui ne sont ni esthétiques, ni spectaculaires, mais qui vont porter des informations qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Une multitude de fragments sont collectés par les archéologues sur la vaste surface qui surplombe les petits souterrains. Et dans ces tonnes de déblais, rien ne semble échapper aux plus expérimentés des ouvriers. Kharaz. Ah, Maksour. Ok. Y compris de minuscules vestiges appartenant sans doute à des sépultures aujourd'hui disparues. Oh, amulette. Bess. Comme Bess. Ça ressemble en tout cas aux amulettes de Bess. Et une grande perle. Et un fragment d'une autre. C'est une divinité, une espèce de petit nain en fait, difforme, assez effrayant, et qui justement parce qu'il est effrayant peut faire peur aux divinités malfaisantes, et aux génies malfaisants, aux génies dangereux, etc. Donc de ce fait, même s'il a une apparence vraiment un peu inquiétante, un peu angoissante, en fait il sert de protection, notamment aux femmes enceintes, aux enfants, et du coup à la maisonnée au sens large. Donc souvent on le trouve sous forme de petites amulettes, comme celle-ci, et il protège. Il faut encore quelques jours pour que la totalité des contours de l'effondrement soit dégagée. Et à une semaine de la fin de la fouille, l'équipe peut enfin espérer trouver une voie pour rejoindre la partie inexplorée des petits souterrains. Maintenant qu'on a bien déterminé les contours de la doline, de l'effondrement, aujourd'hui on cherche à faire un sondage là, sur une des faces, la face ouest, pour qu'on puisse voir ce qui nous reste comme épaisseur de rocher avant d'arriver à l'intérieur des petits souterrains. Donc il est clair que là c'est juste du sondage, on jette un coup d'œil pour voir comment ça se présente, et avant de repartir on rebouche tout. نازل عبد النبي في حفرة ولا هي؟ لسه يا مديرة ماشية كده ماشي كده الجبل ماشي كده ماشي كده وداخل جوه لسه ماشي جوه كسر برضه كسر وحرارة. احنا عايزين نشوف دلوقتي. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est jusqu'où va cette ouverture. احنا دلوقتي هننزل. Alors pour ça, on va sonder en dégageant le sable. Le Reis Ahmed espère bien sûr trouver une façon de pénétrer dans la partie inaccessible des souterrains, l'endroit que les égyptologues désirent fouiller depuis le début du chantier. Il décide donc de creuser à l'endroit et autour de l'ouverture présumée. C'est un travail considérable qui mobilise une grande partie des ouvriers pendant 2 jours. De grandes quantités de sable doivent être retirées sous une chaleur accablante. Mais quand finalement l'équipe parvient à l'objectif, c'est la déception. شكرا رمضان. ده دلوقتي ده كسر ايوه حديث مش قديم، مش طبيعة الجبل. الجزء ده مش طبيعة الجبل.
تمام مكسور 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 انت فاهم انا فاهم لو نشيل الرملة تحت ده هينزل. Bah, si on descend plus bas, on va arriver par le haut dans les petits souterrains effondrés. Et là, le substrat rocheux est dans un tel état que c'est très dangereux. Et il faut qu'on arrête là. Il faut qu'on arrête là. Si davantage de sable était retiré et que les plafonds des souterrains n'étaient plus maintenus par les déblais, un nouvel effondrement pourrait dévaster la catacombe. Il va falloir consolider tout ça et trouver un moyen de rendre une cohésion à ce millefeuille qui s'effondre par couches, en fait. Donc pour empêcher les couches inférieures de continuer à tomber, il faut trouver un moyen de les réassujettir ensemble. De gros travaux doivent être entrepris pour stabiliser les plafonds depuis l'extérieur, avant que les ouvriers puissent se risquer dans les souterrains. Après plusieurs semaines de travail acharné, l'équipe doit donc renoncer. Il faudrait désormais beaucoup de chance pour qu'un accès soit mis au jour et que l'on puisse accéder à la galerie souterraine cette année. Le lendemain, le Raïs laisse cependant quelques ouvriers travailler sur l'effondrement, tandis que les autres achèvent la fouille de l'espace qui surplombe les souterrains. C'est ici qu'ils font la découverte d'un étrange dispositif. Notre céramologue est formel, c'est des objets qui datent de l'époque romaine tardive. Donc on est au début de notre ère. Donc on est là complètement sorti de l'époque pharaonique. Mais c'est quand même très intéressant d'avoir ça ici, parce que ça prouve bien que le site était toujours en activité et que c'était toujours un lieu complètement sacré. Là, c'est le moment critique. Le risque est énorme, mais il est assumé. Bravo. Mabrouk. 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 Shukran ya Raïs. C'est fascinant de voir à quel point on s'inscrit dans un temps long. Là, vraiment, on est sur un site, on le sait déjà, qui est en activité tout au long de l'histoire égyptienne. Et là, sur le terrain, on le vérifie à tout moment, finalement. Cette jarre, elle n'a pas été posée simplement sur le rocher. Le substrat rocheux a été aménagé pour l'accueillir. Et c'est la dernière d'une série de 12 maintenant qu'on a trouvées au fil des jours depuis le début de la saison et qui curieusement étaient dans toute cette zone quasiment alignées sur 2 lignes parallèles. Et tous les 2-3 mètres, on avait une jarre posée, stable, encore en place. Pour l'instant, c'est encore un mystère. On cherche à comprendre. On espère que le contenu va nous livrer des informations qui vont nous permettre de mieux comprendre ce qu'à cette époque-là, ces jarres faisaient ici. Les 13 céramiques ont une forme identique. Certaines sont entières, d'autres sont retrouvées basculées et brisées. Les égyptologues supposent qu'elles avaient une fonction funéraire, par exemple pour des encensements au moment des inhumations. Quand ils retirent le sable, ils trouvent une matière organique, en partie brûlée. Des résidus qui seront analysés et diront sans doute la vraie nature de ce dispositif mystérieux. Le dernier jour de fouille est arrivé au Sérapéum. Et c'est un coup de théâtre sur le chantier. Il restait très peu d'espoir de trouver un passage vers les souterrains cette année. In extremis,
le Res Ahmed a repéré une façon d'y pénétrer en toute sécurité. L'équipe n'a plus que quelques heures avant la fermeture du chantier. Dernier jour, c'est toujours comme ça que ça se passe. On mange du sable pendant des semaines et c'est le dernier jour que les choses intéressantes apparaissent. Bon, on va juste jeter un petit coup d'œil, prendre une petite photo. Ah oui, puis c'est profond en plus. Hein. Waouh. كويس جدا. ده كبير. كبير الحمد لله. Oui, c'est fou, hein. On n'est pas au niveau du sol. C'est effondré de l'autre côté. أنا فاكرة في أوضة تانية هناك في الشمال وفي أوضة تانية هناك في اليمين. تمام. طبعا. لكن باب الطريق في النص موجود لكن عارف رديم. رديم كله الرديم. Alors là, on voit bien l'ouverture d'une chambre là à droite, c'est-à-dire côté est. Et puis on a ce mur là de clôture qui est encore en place. Puis là, j'ai l'impression que là-bas derrière, il y a une espèce de petit blocage. On se rend pas bien compte. On verra tout ça plus tard. Là, on a vraiment 2 chambres funéraires de Toro Apis, là, de part et d'autre. Et puis vraisemblablement encore 2 autres là-bas, à l'arrière de cet espace. Non, parce qu'on a encore bien d'ici, là, on se situe un peu au-delà de la moitié de la galerie. Mariette dit qu'elle fait 68 mètres de long. Donc il nous reste bien encore une vingtaine de mètres vers le nord, à nouveau inaccessible. Ça en fait des tombes d'Apis, tout ça. C'est bien. مبروك. مبروك يا مديرة. ألف مبروك. السنة الجاية إن شاء الله. في الشغل. بإذن الله شغل كتير. إن شاء الله السنة الجاية نطلع أحسن شغل بإذن الله. مبروك يا مديرة. فتحنا الباب السنة الجاية الشغل. Aussitôt, le passage vers la partie inexplorée des souterrains est obstrué, de façon à ce que personne ne puisse y pénétrer en l'absence de l'équipe du musée du Louvre. La cavité, vidée par les ouvriers, est à présent rebouchée. La saison prochaine, les plafonds de la galerie seront consolidés pour que l'équipe puisse y travailler en toute sécurité. Ensuite, l'aventure archéologique pourra reprendre, avec la promesse de fouiller l'espace encore inexploré des petits souterrains. Au moins 6 chambres funéraires, dont certaines, espèrent les scientifiques, renferment des objets appartenant au trésor des taureaux sacrés. Nul doute qu'elles leur réservent encore de passionnantes découvertes.